La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Eh bien, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous parler un petit peu de la science de la nutrition et de la manière dont cette science est prise en compte chez USANA. Et dans ce cadre, nous allons parler du produit que nous lançons. Ce nouveau lancement, c'est une gamme qui s'appelle Intelligence. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la science passée. Pendant des milliers d'années, tout le monde pensait que la Terre était plate. Et ce n'est que lorsque l'on a pu réunir des informations supplémentaires par le biais de l'information que les gens ont enfin cru et admis que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde. Et en fait, la science nouvelle va probablement nous donner quelque chose de probablement beaucoup plus surprenant, peut-être que la Terre est attirée par un trou de gravité, qu'elle n'est pas ronde, mais qu'elle est en forme de poire. Non, en fait, je plaisante. La réalité, c'est que la Terre est ronde et on n'avait pas réalisé tout cela jusqu'à ce que l'on ait des preuves. Et l'une des preuves que nous avons eues, c'est en observant notamment les navires à voile. Alors, désolé pour la petite vidéo qui va suivre, elle n'est pas très claire, mais quand vous regardez un navire qui part en mer, ce que vous remarquez, c'est que ce navire commence à disparaître tout d'abord par en bas et ensuite c'est la voile qui disparaît en dernier. Donc cette observation nous donne l'impression que le navire ne se contente pas de tomber de l'autre côté, mais en fait qu'il suit la courbe de la Terre, ce qui lui permet de disparaître. Donc simplement en observant le monde et les scientifiques, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'élaborer des théories, de voir si elles fonctionnent et ensuite de les vérifier pour voir si effectivement elles sont justes ou pas. Alors ça a été le cas pour la courbure de la Terre, mais cela fonctionne également en nutrition. Alors, je pense effectivement que cela fonctionne pour la nutrition et tout ce que fait Oussana, que ce soit la nutrition ou autre, est toujours fondé sur des éléments scientifiques. Et nous réunissons des éléments scientifiques excellents. Et je voulais vous montrer cette image pour que vous puissiez comprendre le nombre de scientifiques et les différents types de scientifiques que nous avons chez Oussana. Je ne vais pas vous présenter tout le monde. Vous avez une partie de l'équipe des recherches-développement ici. Nous avons des docteurs en nutrition, en génétique, des experts sur le microbiome, en chimie organique, biologie moléculaire, biochimie. Nous avons des kinés, des médecins, des pharmacologues, et tous travaillent chez Oussana pour aider à élaborer les produits et pour remettre en question sans arrêt les idées que nous avons sur ce que sont les produits et la manière dont ils doivent fonctionner. Permettez-moi de vous parler d'un domaine particulier de la nutrition. Il y a quelques années, en fait, je reviens vers la fin des années 70, un homme appelé Denham Harman avait proposé une nouvelle théorie, la théorie radicalaire du vieillissement ou théorie du vieillissement par les radicaux libres.
En fait, ce qu'il avait observé, c'est qu'à chaque fois que les gens vieillissaient, avaient des maladies chroniques ou des troubles chroniques et des maladies dégénératives, on voyait qu'il y avait eu des stress oxydatifs qui avaient provoqué des dégâts à cause des radicaux libres. Donc il a élaboré une théorie selon laquelle les radicaux libres et autres stress oxydatifs endommagent les cellules et les différents organes du corps, ce qui entraîne bien sûr des défaillances du système, la mort des cellules et une cascade de dégénérescence des fonctionnements pouvant amener à la mort. Ça, c'est la théorie de départ. Ensuite, on a réuni d'autres éléments scientifiques à partir des années 70 et ce jusqu'au début des années 90. Et ici, par exemple, vous avez une étude, une observation qui a été faite sur un très gros groupe de femmes, plus de 87 000 infirmières. C'est ce qu'on appelle la Nurses Health Study qui a été menée à Harvard. Et elle a été publiée, et cette diapositive montre que l'étude a été publiée en 93, mais en fait, c'est une étude qui a été menée sur 8 ans. Et elle a montré que les gens qui prenaient de la vitamine E, les femmes qui avaient la plus forte dose de vitamine E, qui est un excellent antioxydant, étaient celles qui présentaient le moins de risques de développer des maladies coronariennes par rapport à celles qui en prenaient moins. Alors cela semble aller dans le sens de la théorie que si le stress oxydatif et les radicaux libres entraînent des maladies dégénérescentes, à ce moment-là, le fait de prendre des antioxydants devrait améliorer la situation. Ça, c'était la première étude. Il y en a eu d'autres sur la vitamine E, par exemple, même le journal de l'Association médicale américaine a publié quelques années après une autre étude sur un groupe de près de 40 000 femmes américaines en bonne santé qui ont été testées avec une supplémentation de 300 unités internationales de vitamine E par jour contre placebo, et ce sur une période de 10 ans. Et dans cette étude, comme dans l'étude précédente, les femmes qui prenaient 300 unités internationales de vitamine E par jour tous les jours pendant 10 ans ont présenté une propension nettement moindre aux attaques cardiaques que celles qui prenaient un placebo. Donc tout cela va dans le sens de cette théorie initiale, c'est-à-dire que les radicaux libres provoquent des dégâts, qu'ils sont la cause essentielle des maladies dégénératives et qu'ils sont impliqués dans la progression du vieillissement, et que si vous donnez aux gens des antioxydants, ça devrait les aider à lutter contre ce problème. Alors, le problème, c'est que comme les gens ont accepté cette théorie, ils ont continué à donner des doses de plus importantes de vitamine E, et en fait, ça n'a pas vraiment amélioré la situation. Et en fait, à mesure que l'on étudiait l'administration d'une dose de plus en plus importante, 600, 800, 1000, 1500 unités internationales par jour, non seulement ça n'a pas empêché l'apparition des maladies, mais il y a en outre eu des tas d'effets secondaires dangereux ou susceptibles d'être dangereux. Alors, en réaction à cela, beaucoup de scientifiques, comme vous le voyez ici sur cet article du journal Berkeley Wellness de l'Université de Californie, Berkeley, on va à l'encontre totale de cette théorie. En effet, si vous donnez aux gens de plus en plus d'antioxydants, non seulement vous n'empêchez pas la maladie que vous souhaitez empêcher, mais vous risquez d'en provoquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment
réagi à l'excès. Le titre, c'est est-ce que l'on devrait vraiment prendre de la vitamine E? En fait, si on prend des doses beaucoup plus importantes, cela peut être dangereux, disent-ils, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette réaction. On ne peut pas tirer des conclusions d'une ou deux études, ça n'est pas possible. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons décidé d'étudier toutes les informations disponibles sur la vitamine E. En fait, nous avons étudié plus de 120 articles scientifiques pertinents. Et ce que nous avons vu, c'est qu'à mesure que vous augmentez la dose de vitamine E administrée, puisque c'est un antioxydant important, on voit apparaître des effets bénéfiques quand on va de 0 à 15 à 30 unités internationales, doses journalières recommandées, et même quand on monte jusqu'à 200, voire 400. Mais à des doses plus élevées, vous voyez apparaître des effets secondaires. Mais une dose d'au moins 200 unités internationales par jour semble la dose optimale à l'heure actuelle. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est de voir vraiment tout ce qui existait sur ce sujet avant de prendre une décision. Et dans le même temps, ce que nous avons observé, c'est que à des doses très élevées de cet antioxydant très puissant ne fonctionnait pas pour éliminer la maladie ou pour lutter contre la maladie. Donc il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Même s'il y avait un effet positif contre le stress oxydatif, et même si ces radicaux libres provoquent cette dégénérescence, il fallait étudier les choses plus avant. Donc, une des premières expériences que nous avons faites n'a pas eu pour but de revoir cette théorie des antioxydants et de leur protection, mais de voir ce qu'il fallait faire pour intensifier cet effet. Et d'ailleurs, une des premières études que nous avons faites a été faite avec the American Heart Association. On s'est aperçu que quand on donnait des extraits de pépins de raisin aux gens qui avaient un dysfonctionnement endothélial, la situation s'améliorait. Alors, l'endothélium, c'est l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, ça n'est pas comme les tuyaux de cuivre que vous avez et qui vous amènent de l'eau au robinet. Plus l'eau se déplace rapidement dans le tuyau, plus vous avez de pression au robinet. Mais pour ce qui est des vaisseaux sanguins, si vous voulez accroître le débit sanguin, le vaisseau sanguin ne doit pas rester statique. Parce que sinon, si vous augmentez le flux, mais n'augmentez pas la taille, la pression va augmenter et à ce moment-là, les vaisseaux sanguins peuvent subir des effets délétères. Vous pouvez avoir des attaques, des hémorragies ou d'autres problèmes. Donc, il faut que les vaisseaux sanguins puissent s'élargir, s'agrandir et à ce moment-là, vous aurez un débit plus rapide, une pression sanguine qui sera en fonctionnement. Donc, pour cela, il faut que l'endothélium, l'intérieur de vos vaisseaux, soit en bon état pour pouvoir permettre cette extension du vaisseau, pour permettre au vaisseau d'amener le sang dans certaines parties de votre corps quand vous en avez le plus besoin. Donc, une étude a été menée sur des personnes qui avaient des dysfonctionnements de l'endothélium et
qui est au début, on en était au début de la science de la maladie cardiaque dégénérative. On a fait cela en association avec d'autres et on s'est aperçu que quand une substance appelée épicatéchine était présente dans le plasma, on voyait une amélioration des fonctions vasculaires. Alors ça, c'était une découverte très intéressante parce que non seulement cela permet de soulager certains problèmes de dysfonctionnement endothélial, mais cela permettait aussi de travailler là-dessus. Si vous regardez le graphique, vous voyez des histogrammes qui montrent ce qui se passe quand on administre de l'épicatéchine. On a pu mesurer les augmentations d'épicatéchine dans le sang, dans le plasma, mais en fait, à une échelle très faible. Ici, vous voyez une échelle de 0 à 150 nanogrammes par millilitre. Et quand on a fait les calculs, on s'est aperçu, on essayait de voir la quantité d'épicatéchine qui se retrouvait effectivement dans le plasma. On s'est aperçu, disais-je, qu'on était dans la zone des 1% de l'épicatéchine administrée. Donc, et pourtant, cette toute petite quantité avait un effet très marqué sur les personnes à qui on l'administrait. Elle permettait d'améliorer la circulation sanguine et d'améliorer donc ce dysfonctionnement endothélial. Mais la quantité présente ne pouvait pas être suffisamment importante simplement par l'administration d'un antioxydant. En fait, cela, c'était indépendant de l'activité antioxydante. Donc ça, c'est une des premières expériences que nous avons faites pour nous faire une idée du fonctionnement. On s'est dit que si une toute petite quantité pouvait avoir un effet sur les antioxydants, alors que ce n'était pas un antioxydant, comment est-ce que cela fonctionnait ? On s'est aperçu que cela fonctionnait par le biais d'informations qui étaient apportées aux cellules. Et en fait, c'est là la base de notre technologie Incelligence et je vais vous montrer une vidéo sur cette technologie. Je pense que c'est donc là une nouvelle manière d'envisager les nutriments. Et une des choses que nous avons développées, c'est cette technologie Incelligence. Alors, c'est une technologie qui est basée sur l'intelligence de vos cellules. Vos cellules doivent avoir l'information dont elles ont besoin pour répondre à un stress donné. Et si on leur envoie la bonne information, elles vont le faire de manière beaucoup plus efficace. Nous pensons que les aliments que nous absorbons envoient des informations à notre corps et à nos cellules. Quand votre régime, votre alimentation est fait de plantes très variées, avec beaucoup de fruits, de légumes, vous avez des tas d'informations importantes. Les gens qui absorbent ce type de régime ont des informations qui vont avoir des composés qui leur envoient des informations très importantes. Malheureusement, dans le monde à l'heure actuelle, beaucoup de gens ne sont pas sur
n'absorbent pas ce régime, ne se nourrissent pas de cette manière et se privent donc de ces signaux si importants, de ces éléments biochimiques que contient une bonne alimentation. Donc tous les jours, nous faisons des choix. Et ces choix sont basés sur les signaux que reçoit notre corps. Alors j'espère que beaucoup d'entre vous vont choisir la route qui mène vers les fruits et légumes et prendront la bonne décision. Et ce faisant, vous allez récupérer des informations essentielles données par les produits chimiques contenus dans vos aliments. Et nous pensons que ce sont ces mêmes composés. Nous avons décidé donc de prendre ces mêmes composés, ces mêmes produits biochimiques et de les mettre dans dans notre nouvelle gamme. En fait, c'est un nouveau paradigme de la protection contre les antioxydants. L'ancien paradigme, si vous voulez, c'était que si vous ingérez assez d'antioxydants pour étouffer les radicaux libres partout où ils se trouvent, cela va fonctionner. Or, cela n'a pas fonctionné. Mais le nouveau paradigme que nous avons mis au point, c'est que si vous apportez à la cellule tous les nutriments essentiels dont elle a besoin, vous allez pouvoir activer les gènes dont la cellule a besoin pour créer des antioxydants endogènes selon les besoins et ainsi aider à protéger les cellules. Et cela, c'est une manière beaucoup plus efficace et puissante de se protéger contre les antioxydants plutôt que de se protéger contre les radicaux libres plutôt que d'ingérer des antioxydants. Et la seule manière de procéder, c'est de permettre aux cellules de créer leur propre agent de protection. Et là encore, c'est un point essentiel. Les dégâts contre les radicaux libres ne se passent pas partout dans votre corps. En fait, ils ne se produisent que dans certaines parties spécifiques de votre corps. Et quand vous voulez déclencher les antioxydants endogènes, vous n'avez pas besoin de déclencher cette création partout dans votre corps, mais uniquement là où vous avez des radicaux libres qui sont en train de faire des dégâts. Je vais donc vous présenter une autre vidéo pour vous expliquer tout cela. A free radical is an unstable molecule that once... Cette vidéo vous a donné beaucoup d'informations. Alors, voyons si j'arrive à vous expliciter les choses un peu plus et à les simplifier. Si l'on prend la protection traditionnelle, un élément antioxydant exogène va lutter contre et éteindre un radical libre. Et il en faudrait donc des centaines de milliers de molécules pour pouvoir éliminer tous les radicaux libres. Et cela, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Mais quand vous déclenchez vos propres enzymes antioxydants, un seul élément, un seul enzyme antioxydant va éliminer des centaines de radicaux libres. Et encore une fois, vous n'avez à les mettre en œuvre que là où vous avez un stress oxydatif. En fait, vous enseignez à votre corps comment se protéger. C'est très proche du proverbe chinois qui dit apprends à pêcher à un homme et il se nourrira ce jour. Si tu lui apprends
donne un poisson à un homme, pardon, et il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. En fait, vous êtes en train d'apprendre à vos cellules à se défendre toute leur vie. Et croyez-moi ou pas, il y a aussi une annexe à ce vieux proverbe chinois qui est le postulat de John Cuomo. Si tu donnes de la bière à un homme, il sera content une journée. Si tu lui apprends à faire sa bière, il arrêtera de boire la tienne. Et en fait, cela fonctionne aussi. Mais plus sérieusement, ce que nous faisons avec ce complexe intelligence, c'est que nous aidons les cellules à réagir au stress naturel. En fait, il s'agit de déclencher des molécules qui vont permettre à votre corps de mettre en œuvre la défense dont il a besoin au bon moment. Il ne s'agit pas de prendre le dessus sur le processus naturel ni d'y déroger. Il ne s'agit pas d'empêcher d'activer les processus à chaque fois. Il s'agit de permettre à votre corps, à vos cellules, de réagir au stress naturel comme les dégâts provoqués par les radicaux libres et de mettre en œuvre une protection lorsque c'est nécessaire. Dans la vidéo, on parlait d'une de ces molécules qui est le NRF2. Le NRF2 est associé au processus de production d'enzymes antioxydantes. Mais il y a des tas d'autres processus qui se déclenchent dans votre corps. Nous ne les passerons pas tous, mais outre le NRF2, il y a des éléments tels que le TNF-alpha et d'autres. Et tous ces éléments sont des molécules que l'on peut déclencher ou arrêter pour réagir au stress. Et ce que nous pouvons faire avec notre complexe d'intelligence, c'est cela. Et je voudrais vous parler d'un autre moyen encore plus important et plus intéressant qui permet de déclencher les molécules qui sont dans vos cellules pour recycler ces cellules. Il s'agit d'optimiser ce processus de renouvellement. Vos cellules en fonctionnement vont provoquer des dégâts aux organites même des cellules. Il n'est pas nécessaire de laisser mourir une cellule quand il y a des petits dégâts, mais en fait, il y a un processus naturel qui est l'autophage, le processus autophage qui a pour but de reconnaître la partie endommagée de la cellule et d'essayer de réparer les dégâts. L'un des organites les plus importants dans le corps, ce sont les mitochondries. Les mitochondries, c'est un petit peu comme notre centrale électrique. Ce sont elles qui produisent de l'énergie. Et comme dans toute centrale, vous avez la mitochondrie est endommagée à mesure qu'elle produit cette énergie. Et il est donc important de pouvoir recycler la mitochondrie endommagée afin de pouvoir continuer à produire de l'énergie. Et c'est ce que j'explique un petit peu mieux dans ce film. Revoyons cela d'un peu plus près. Ce dont nous parlons ici, c'est la production d'énergie. Et cela aide toujours d'avoir des petits dessins. Vous avez ici une photo, ou plutôt une image d'une jeune mitochondrie et d'une vieille mitochondrie.
Alors, que font les jeunes mitochondries? Elles prennent des nutriments, des combustibles, si vous voulez, les sucres, les hydrates de carbone essentiellement, les brûlent pour produire de l'énergie. Alors, quand on produit de l'énergie à l'intérieur des mitochondries, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. C'est un processus extrêmement énergétique qui produit des molécules d'ATP. L'ATP, c'est un petit peu comme notre courant énergétique. Elles le font de manière très efficace quand elles sont jeunes, elles absorbent ces combustibles et produisent beaucoup de chaleur. Mais elles produisent également quelques radicaux libres dans le cadre de cette production d'énergie. Et ces radicaux libres provoque des dégâts tout d'abord sur la surface intérieure de la mitochondrie et à l'extérieur de la mitochondrie, de sorte que la production d'énergie perd en efficacité. Et quand vous regardez une vieille mitochondrie, une mitochondrie âgée, elle va prendre la même quantité de nutriments, mais produire beaucoup moins d'ATP, beaucoup moins d'énergie. Et dans le même temps, ces mitochondries endommagées vont produire de plus en plus de radicaux libres. Et cela, c'est le problème. En effet, ces radicaux libres peuvent causer des dégâts dans bien d'autres parties du corps. Et en fait, la grande majorité du stress oxydatif auquel nous sommes exposés vient de nos propres mitochondries. En produisant de l'énergie, les mitochondries âgées provoquent probablement 70 à 80% du stress oxydatif. Alors, le signal naturel pour remplacer ces mitochondries inefficaces qui laissent passer des tonnes de radicaux libres, c'est une molécule de signalement qui s'appelle mTOR. Cette molécule doit dire aux cellules que le moment est venu de recycler ces mitochondries âgées pour produire de nouvelles mitochondries fraîches et efficaces. C'est un processus que l'on appelle la mitophagie et qui a deux effets très bénéfiques. Tout d'abord, la production d'énergie remonte. Et donc, vous avez des mitochondries plus énergiques qui vous donnent plus d'énergie. Et deuxièmement, vous avez moins de stress oxydatif. Donc, c'est quelque chose de très important. Et cette molécule de signalement qui va provoquer ce phénomène, c'est mTOR. Alors, il y a plusieurs moyens de déclencher mTOR. Alors, tout d'abord, ce dégagement de radicaux libres qui va réguler mTOR à la baisse et ainsi augmenter la production de mitochondries. Et le deuxième élément, c'est quelque chose qui est basé sur les nutriments. En fait, si vous absorbez beaucoup de calories, si vous en avez beaucoup de disponibles, si vous mangez énormément et que vous avez plein de combustible à brûler pour les mitochondries, le signal qui va passer dans vos cellules, il n'est pas nécessaire d'être efficace. On peut en fait attendre. Il y a plein de combustibles disponibles et beaucoup de calories, notamment celles qui viennent des protéines, vont réguler mTOR à la hausse et réguler à la baisse le travail des mitochondries. Et cela, c'est très inefficace. Si vous regardez la manière dont les humains se nourrissaient il y a des centaines ou des milliers d'années jusqu'à ce que l'on
change de mode d'alimentation, nous n'avions pas autant de calories ni autant de protéines disponibles. En fait, la seule fois où nous avions beaucoup de protéines d'un coup, c'était lorsque nous chassions de grands animaux. Et quand on avait ces gros animaux, on mangeait tout ce qui était disponible. On se gavait et on envoyait beaucoup de protéines et de calories en même temps dans nos cellules. Et quand c'est le cas, à ce moment-là, la mitochondrie ne va pas tout utiliser comme combustible parce que sinon, c'est ce qui va provoquer plus de problèmes. En fait, ce qu'on va vouloir faire avec ces protéines en trop, c'est les diviser, dégrader en acides aminés pour qu'elles puissent se produire ensuite des enzymes dont on a besoin pour nos cellules. Donc beaucoup de calories disponibles, beaucoup de protéines disponibles, vous allez ralentir le travail de la mitochondrie. Alors, quand on mangeait de gros animaux, et qu'il n'y en avait plus, à ce moment-là, qu'est-ce qui restait? Des fruits, des plantes. Et que se passait-il? Eh bien, on purgeait la totalité des calories du combustible disponible et on l'utilisait. Et là, c'est un signal qui est donné à la cellule. Si on dit à la cellule, il n'y a pas beaucoup d'énergie à brûler, il faut être aussi efficace que possible. Donc, quand on a peu de calories, on va inhiber l'action d'mTOR et réguler à la hausse le processus de mitochondrie. Et le signal secondaire, qui est encore plus important, c'est que quand vous mangez beaucoup de graines, de plantes, de fruits, de légumes, vous avez moins de calories, mais vous absorbez en revanche beaucoup de produits phytochimiques comme le GCG qu'on trouve dans le thé vert, le bioflavanol ou d'autres. Autant d'éléments que nous mettons dans notre complexe intelligence. Et il se trouve que ces produits biochimiques ont une action sur mTOR et donc on aura un mécanisme de déclenchement double. Quand on est passé quand on passe du fait de se gaver d'animaux au fait de manger des plantes. Et en fait, vous avez ces deux déclenchements, y compris celui de la réaction sur mTOR grâce aux éléments que nous mettons dans nos composés intelligence. Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle, sur cette planète, peu de gens se nourrissent de manière à apporter très peu de calories. En fait, nous sommes dans une époque de suralimentation. Nous produisons énormément d'aliments et vous ne savez peut-être pas, mais il y a à l'heure actuelle dans le monde une épidémie d'obésité. L'un des effets secondaires du fait que nous mangeons tellement et sur de brèves périodes, c'est que nous sommes en train d'éliminer la réaction naturelle qui va permettre le renouvellement des mitochondries. Alors, permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce renouvellement de la mitochondrie est si important. Et pour ce faire, je vais vous présenter mes observations personnelles. Ici, sur cette photo, vous avez ma petite fille. Sur la photo, elle a à peu près 2 ans. Et puis, je vais vous montrer la génération du dessus. Dans ma famille, vous avez là ma fille, elle est un peu plus âgée, elle a 35 ans. Et si vous regardez ces deux jeunes femmes, ce que vous observez, c'est que toutes deux sont extrêmement actives. Elles ont énormément d'énergie, elles bougent toute la journée. Et en fait, quand je vais voir ma petite fille,
Certaines fois, elle me réveille à 5 heures du matin et elle va passer toute la journée et ne jamais s'arrêter de bouger. Euh, alors, ma fille, elle ne passe pas toute la journée à bouger. Il y a des moments où elle s'arrête et elle s'assied. Et quand vous regardez la génération du dessus, vous avez ici ma femme. Elle est un peu plus âgée que ma fille. Elle a à peu près le même âge que moi, début de la soixantaine. Elle produit beaucoup, elle a beaucoup moins d'énergie que ma petite fille et ma fille, mais elle bouge quand même. Elle fait nous allons marcher dans les montagnes. On ne fait pas de l'escalade, mais on marche, on monte. Et quand vous regardez ensuite la génération d'après, vous avez ici ma mère, 81 ans. Elle ne sort pas souvent de sa chaise et elle ne produit pas beaucoup d'énergie. Donc il se passe quelque chose quand vous passez de cet âge de votre enfance à l'âge avancé. En fait, ce qui se passe, c'est que le renouvellement de la mitochondrie et la production d'énergie diminue à mesure que vous avancez en âge. Donc, chez ma petite fille, vous avez un renouvellement très rapide des mitochondries, comme chez ma fille. Il est moins important chez ma femme et ma mère n'a plus du tout ou quasiment pas de renouvellement des mitochondries. Et c'est ce qui se passe avec le vieillissement. En fait, il n'y a que 2 modèles expérimentaux qui vont aider à comprendre cela. L'un, c'est la restriction calorique. Si vous prenez un modèle expérimental, en général sur des éléments microscopiques, des vers microscopiques que l'on appelle les P. elegans, vous voyez que si on leur apporte 70% des calories qu'ils prennent habituellement, ils vont vivre de 15 à 20% plus longtemps. Alors, cela fonctionne aussi pour des organismes plus élevés, notamment les rats de laboratoire, par exemple. Et dans ces expériences, ce dont on s'est aperçu, c'est que la restriction des calories va aussi réguler à la hausse le renouvellement de la mitochondrie. Et l'autre chose qui va aussi aider à rallonger la durée de vie, d'après les modèles expérimentaux, ce sont les inhibiteurs de mTOR pharmaceutiques. Parce qu'en inhibant mTOR, on va réguler à la hausse le renouvellement de la mitochondrie et donc rallonger la durée de vie. Nous avons observé que les ingrédients qui composent notre composé Intelligence ont les mêmes effets que sur ces modèles expérimentaux et accroissent la durée de vie. Nous avons utilisé ces informations pour déposer des brevets sur les méthodes de composition qui permettent de soutenir les systèmes endogènes liés à la durée de vie et ceci en nous basant sur les études faites sur le P. elegans et plus encore, on s'est aperçu que si on donnait à ces P. elegans ces vers microscopiques, non seulement le complexe Intelligence, mais aussi l'ensemble des composés antioxydants qui sont les nôtres, on arrivait à accroître leur durée de vie de 20 à 25%. Donc, nous avons non seulement déposé ce brevet, mais nous en avons déposé 3. En utilisant cette technologie Intelligence, donc un brevet pour une des méthodes et compositions pour réguler à la hausse les systèmes antioxydants endogènes et méthode et composition pour réduire les dégâts associés à la phosphorylation oxydative, en plus de méthodes et compositions qui soutiennent les systèmes endogènes liés à la durée de vie.
Aux États-Unis, quand vous déposez une demande de brevet, vous avez 1 an avant que ce brevet ne soit publié. Donc, à ce jour, le reste du monde ne sait pas exactement ce que nous avons fait. Et cela vous donne vraiment une fenêtre d'opportunité d'ici à la fin de cette année, c'est-à-dire d'ici juillet prochain, en fait, pour montrer ce que fait notre complexe intelligence, c'est-à-dire apporter une meilleure protection contre le stress oxydatif et réguler à la hausse les processus du corps qui permettent de lutter contre le dégât oxydatif en déclenchant les voies qui sont importantes et les voies endogènes. Donc voilà à peu près ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est beaucoup d'informations, je le sais. Nous avons mené des études scientifiques très complexes, mais je pense que cela revient à une histoire toute simple. On apporte aux cellules un composé intelligent qui les aide à communiquer pour faire le travail qu'elles ont à faire et ainsi réduire le stress oxydatif et réguler à la hausse le renouvellement de la mitochondrie. Alors, je suis certain que vous ne vous souviendrez pas de tous les détails, mais j'espère que vous vous souviendrez de cette photo. Cette photo vous en dit beaucoup sur la manière dont je travaille avec mon équipe de recherche chez USANA. C'est une photo qui a été prise dans les Rockies canadiennes il y a 2 ans. Ma femme et moi-même avons conduit pendant 16 heures depuis Salt Lake City pour faire cette promenade. Nous n'avions pas besoin de le faire, nous avons des montagnes juste à côté de chez nous. Mais en fait, nous avons voulu faire cet effort. Et quand vous arrivez là-bas, il n'est pas forcément nécessaire de sortir de la voiture. Vous pouvez très bien regarder les montagnes, elles sont magnifiques. En regardant par la fenêtre de la voiture, vous allez voir les glaciers, les chutes d'eau, ces montagnes magnifiques. Mais nous, on aime bien sortir, monter, marcher pendant quelques heures pour arriver en haut de la montagne. Parce que quand vous arrivez au sommet et que vous vous tenez debout au sommet, vous voyez toute la vallée, vous voyez les glaciers, vous voyez les chutes d'eau, vous voyez les parois rocheuses. Et c'est ainsi que fonctionne USANA jour après jour. Nous sommes en haut de la montagne, nous sommes debout au sommet, nous plaçons la barre très haut quant à la manière dont les nutriments doivent être faits afin de lancer une période meilleure. Nous savons comment lutter contre les dégâts du stress oxydatif et ce bien avant les autres. Et nous voyons nos concurrents qui garent leur voiture et qui montent aussi en haut de cette montagne, mais bien après nous. Et en fait, nous, ce que nous recherchons, c'est toujours de nouveaux défis et de nouvelles manières de remettre les choses en cause. Et qui sait jusqu'où nous pourrons aller? Peut-être là. En fait, nous allons continuer encore et encore jusqu'à arriver là. Et ce faisant, nous tiendrons la promesse que nous vous avons faite, c'est-à-dire que tous nos efforts visent à vous faire aimer la vie et à en profiter pleinement. Alors, merci d'avoir suivi ce webinaire aujourd'hui et je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci.